Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine avec de très bonnes lectures. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan. Mais avant, petite parenthèse, car une abonnée m'a fait gentiment remarquer, d'ailleurs je le remercie, merci beaucoup à Anne-Philippe, qui m'a fait remarquer que je m'étais trompée lors de mon book haul précédent. Voilà, je vous avais dit que l'autrice Angela Marson était aussi l'autrice de La Veuve, la Coupure et du livre Le Suspect, alors que ce n'est absolument pas le cas. L'autrice qui est responsable de ces romans n'est autre que Fiona Barton. L'autrice Angela Marson est l'autrice du pensionnat des innocentes et de Nos monstres. Voilà, donc je voulais vraiment rectifier le tir par rapport à ça. Donc ceci étant fait, je vais maintenant vous faire mon fameux bilan lecture, vu que j'ai lu mes 5 livres de ma palle, pas vraiment des vacances, mais de ma palle d'avant de partir en vacances. Voilà. Donc, en premier livre, j'ai lu le Agatha Christie, Un cadavre dans la bibliothèque, aux éditions Hachette Collection. Alors ici, nous sommes avec Miss Marple. Voilà. Nous allons faire la connaissance de Miss Marple qui va être sollicitée pour enquêter donc sur un cadavre qui aurait été retrouvé dans une bibliothèque, dans une propriété, une très grande propriété qui est où habite le colonel Branty et sa femme plus les domestiques. Donc ce cadavre a été retrouvé, donc c'est le cadavre d'une femme qui a été retrouvée dans cette fameuse bibliothèque, et on se pose la question de comment est-ce que cette femme a atterri dans cette bibliothèque, donc est-ce qu'elle était là avant de mourir? Donc la deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce que ce sont les propriétaires de la demeure et les domestiques qui sont responsables de cette mort, ou bien est-ce que cette jeune personne serait morte en dehors de cette demeure et qu'on l'aurait mise là pour faire accuser donc soit les deux propriétaires ou soit les domestiques. Voilà les questions que l'on se pose. Alors bien évidemment, le colonel Bantry, j'ai du mal à le dire, qui a découvert le cadavre, va tout de suite appeler la police, sauf que sa femme, elle, connaît bien Miss Marple, et du coup elle va la solliciter pour essayer de résoudre ce crime. Et donc du coup on va voir un peu comment cette enquête va se dérouler. Il y a des suspects qui vont être interrogés, d'autres personnes, peut-être de l'entourage de cette femme, qui vont eux-mêmes être interrogés. Et dans cette histoire, on ne voit pas beaucoup Miss Marple. On la voit au début, voilà, vu qu'elle va voir la scène de crime. Et on va la voir beaucoup, presque à la fin du livre en fait. Voilà, on va les voir vraiment à ces deux moments-là. Et Miss Marple est une femme, est une personne âgée, qui aime résoudre des crimes quand on la sollicite, mais il faut vraiment qu'on la sollicite. Et c'est une femme assez sympathique, gentille, mais qui est assez piquante au niveau de certaines de ses répliques quand elle parle aux différentes personnes qu'elle côtoie. Mais ça reste un personnage vraiment atypique et vraiment très sympathique. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'était ma première histoire avec Miss Marple et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça change un peu d'Hercule Poirot avec ses petites cellules grises. Là on change vraiment d'univers et ça m'a plu de changer un peu de personnage principal. Voilà, d'être avec une femme plutôt qu'avec un homme. Donc j'ai vraiment aimé cette première enquête, non même pas, parce que en fait Miss Marple commence à avoir son petit succès dans son village, dans son village qui s'appelle Sainte-Marie-Maid.
Voilà, et j'ai aimé toute cette petite histoire. Donc si vous aimez aussi les Agatha Christie et que vous avez envie peut-être de collectionner ces magnifiques livres, voilà, qui sont... Alors, la dorure s'enlève un peu, hein. Faut pas trop toucher, mais c'est assez compliqué de ne pas toucher. La dorure s'enlève un peu, mais ça n'enlève rien au fait que les livres sont juste magnifiques. C'est une très belle collection, donc si vous avez envie d'en acheter, les livres sont à 10,99 €. Et vous allez sur le site de Hachette Collection, donc vous notez Hachette Collection, et vous tomberez sûrement sur les livres d'Agatha Christie. Voilà, donc là c'est le numéro 6 dans la collection. Voilà, donc Agatha Christie, un cadavre dans la bibliothèque, aux éditions Hachette Collection. Le deuxième livre que j'ai lu, donc c'est Le Pays sans lune de Simon Jiménez, aux éditions Nouveau Millénaire. Alors normalement c'est les éditions J'ai lu. Si j'ai bien retenu la leçon, c'est dans leur collection Nouveau Millénaire, mais la maison d'édition c'est J'ai lu. Voilà, c'est ça. C'est les éditions J'ai lu dans leur collection Nouveau Millénaire. Donc on est ici dans un livre fantasy pour adultes, mais vraiment adulte. Un peu comme... comment expliquer ça? Comme Le Seigneur des Anneaux ou comme Le Trône de Fer. C'est vraiment adulte. Ici, l'auteur va nous raconter une histoire, plutôt une légende, qui va être, comment dire, narrée de façon assez spéciale. Pas comme dans les livres de fantasy, comme on peut en voir beaucoup. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de carte. Voilà, on ne peut pas se repérer dans cette histoire, vu qu'il n'y a absolument aucune carte. Je peux même vous le faire voir, hein. Il n'y a aucune cartographie. Donc on ne peut pas imaginer le monde dans lequel nous sommes. Donc déjà de 1. On va être aussi dans une double temporalité. Donc en premier, on va être dans un présent, mais on ne va pas savoir à quelle époque. D'accord? L'époque ne va pas être dite. On va être dans un présent, et dans ce présent, on va être avec une femme et un jeune garçon. Et cette femme, que le garçon va appeler ça Lola, va raconter cette histoire donc du pays sans lune. Donc ça va être plutôt une légende. Et donc on va se retrouver dans un passé, donc dans le passé du pays sans lune. Mais pareil, on ne va pas avoir d'époque. On ne va pas savoir à quelle époque nous sommes. Cette histoire va se passer en 5 jours. Et il va y avoir vraiment un avant cette histoire et un après l'histoire. Mais il y a une chose aussi, moi, qui m'a un peu perturbée, c'est qu'il n'y a pas de... comment dire, de limite entre le passé et le présent. L'auteur a décidé de... comment expliquer ça? De parler du passé et ensuite de parler du présent. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de limite. Généralement, dans les livres, par exemple, on a le nom du pays dans lequel on est. On a une date, une personne, ou voilà, quelque chose comme ça. Mais on sait à quelle époque on est. Et après, dans le chapitre suivant, on est à une autre époque, avec un autre personnage et dans une autre ville. Vous voyez un peu ce que je veux raconter. Et là, pas du tout, en fait. Ce qui peut essayer de différencier ce livre, c'est les mots en gras. Vous voyez la phrase en gras, ça peut être une limite. Voilà, parce que une fois que le mot en gras, des fois une fois que le mot en gras est mis, on retourne dans le présent. Et puis une fois qu'il y a un autre mot en gras, des fois on va retourner complètement dans le passé. Il n'y a que à ce moment-là qu'on peut savoir à quelle époque on est à peu près. Même s'il n'y a pas de date, tout ça. J'ai apprécié ma lecture, voilà, qui est, donc on est dans ce pays sans lune. On va faire la connaissance de Keema, qui est, alors là aussi ça va être compliqué. En fait, le pays sans lune est dirigé par un empereur. Cet empereur est quelqu'un de détestable. Il a des pouvoirs. Cet empereur a eu 3 enfants, donc 3 garçons. Ces garçons, pareil, ont des pouvoirs. Et le fils aîné de l'empereur a eu lui aussi des enfants. Et c'est un de ces enfants
donc Keema, qui va être, comment dire, obligé de surveiller une divinité emprisonnée. Voilà, et par un concours de circonstances, cette divinité, grâce à Keema, va réussir à s'enfuir. Et avec l'aide de June qu'ils vont rencontrer en chemin, ils vont, comment dire, partir pour aider la divinité à retourner dans la cité divine. Voilà, là où elle normalement devrait être, je pense. Et voilà, et donc on va être embarqué dans cette histoire qui va être racontée par Lola, qui est sûrement la gouvernante, on va le savoir par la suite, peut-être une gouvernante du jeune garçon, voilà, qui raconte l'histoire. Et donc voilà, donc on va être dans cette épopée, dans ce pays sans lune. On va rencontrer beaucoup de personnages, il va y avoir des batailles qui vont avoir lieu. Alors il y a un lien avec cette lance, parce que vous le voyez, il y a une lance sur cette couverture de livre, et il y a un lien avec cette lance entre le passé et le présent. Mais je ne vous en dirai pas plus, ça sera à vous de le lire. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai aimé cette histoire parce que la plume de l'auteur est juste magnifique. Elle se lit toute seule. Voilà. Même si j'ai eu du mal par moments, mais si j'ai eu du mal, c'est parce que dans le livre, il y a des batailles. Et moi, je suis pas très bataille, à moins que ça soit vraiment des batailles qui vont très très vite. Parce qu'il faut que je reste accrochée, et en fait là, l'auteur, à un moment donné, m'a perdu au niveau de ces passages-là, mais il a réussi à me raccrocher à mes petits wagons. Et au final, j'ai vraiment bien aimé l'univers dans lequel il m'a entraînée. J'ai bien aimé, j'ai fini par apprécier la structure de sa narration, si on peut appeler ça comme ça. Et j'ai passé un bon moment, voilà, en sa présence. Après, comme je vous l'ai dit, c'est spécial. Faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment avoir de la bouteille dans de la fantaisie pour adultes. Moi, j'en ai qu'un tout petit peu, vu que j'ai lu Le Seigneur des Anneaux et j'ai lu 3 livres du Trône de Fer, donc voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir de la bouteille dans de la fantaisie pour adultes pour lire ce livre-là. Parce que c'est vraiment très spécial. Je pense que l'auteur a voulu changer de ce qu'on peut connaître dans de la fantaisie pour adultes. Il a voulu changer vraiment la narration, les choses qu'on peut éventuellement connaître dans de la fantaisie pour adultes. Du coup, c'est un risque qu'il a pris, mais je pense qu'il a quand même bien fait. Parce que, alors même si j'ai pas réussi à me projeter dans son univers, parce que j'ai pas réussi à, comment dire, visualiser le pays dans lequel j'étais. J'ai pas vraiment réussi à visualiser, mais j'ai quand même passé un bon moment parce que ces personnages sont agréables. Voilà, ces personnages sont touchants. Il y a des personnages très intéressants. Il y en a d'autres de personnages qui sont détestables, mais voilà, c'est comme dans tout roman, on a toujours d'un côté les gentils et d'un autre côté les méchants. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Donc si ça vous tente, vous pouvez y aller, moi j'ai vraiment apprécié. Le Pays sans lune de Simon Jiménez. Donc c'est les éditions J'ai lu dans leur collection Nouveau Millénaire. Voilà. En 3e livre, donc j'ai lu le gros Peter May, la trilogie écossaise aux éditions Rouergue Noir. Donc sa trilogie écossaise comporte L'île des chasseurs d'oiseaux, L'homme de Lewis et Le braconnier du lac perdu. C'est un livre qui fait un peu plus de 1000 pages, 1300 je crois, à peu près, si je ne me trompe pas. Si je ne dis pas de bêtises. Même pas, je dis n'importe quoi. 1007 pages. 1008 pages même. 1008 pages. Je dis n'importe quoi, 1300, je sais pas. 1008 pages.
Donc je ne vais pas vous raconter les 3 histoires séparément, hein, je vais juste vous dire que là nous sommes avec un personnage principal que nous allons voir dans ces 3 histoires. Nous allons être avec Finn McLeod, qui est un natif de l'île de Lewis. Toutes les histoires vont se passer à peu près sur cette île. L'île de Lewis qui est une île pas loin de l'Écosse. Et cette île est spéciale de par ses habitants qui ont des... comment expliquer ça? Des traditions spéciales, des traditions bien à eux. Finn a passé donc toute son enfance et une partie de son adolescence sur cette île avant qu'il décide d'en partir. Voilà, parce qu'il s'est passé on va comprendre qu'il s'est passé pas mal de choses dans sa vie. Et par un concours de circonstances, il va être obligé de revenir sur cette fameuse île natale. Et ça va être assez douloureux pour lui parce que tous les souvenirs d'enfance et d'adolescence qu'il a enfouis vont refaire surface. Et il va devoir enquêter sur des meurtres qui vont avoir lieu sur cette île. Et voilà, et donc on va le suivre dans toutes ces différentes enquêtes. Et sur cette île magnifique, parce que Peter May nous donne des descriptions à couper le souffle. Même si on n'a jamais visité l'Écosse ou ces îles, on se rend bien compte que l'auteur aime vraiment cette île et son Écosse natale. Et je trouve que c'était 3 très très belles histoires. J'ai vraiment beaucoup aimé. Dans la première, on va être dans un passé présent. Dans les 3 en fait, hein. On va être chacun dans les 3 histoires, on va être dans des passés présents. Dans la première et la troisième, on va vraiment être avec le passé de Finn McLeod qui va revenir à la surface. Dans la deuxième, par contre, ça va être un peu différent. Il y aura un lien avec Finn, mais ça sera plutôt vis-à-vis d'un amour d'enfance. Voilà. Donc on va être dans un passé, mais ça ne sera pas son passé à lui, particulièrement. Mais c'était vraiment 3 belles histoires que j'ai vraiment beaucoup aimées. Comment expliquer ça? Ça m'a un peu... À un moment donné, j'ai trouvé que les histoires étaient un petit peu longues, quand même, parce que 3 histoires, plus de 1000 pages... je les ai lues toutes d'une traite. Je me suis pas arrêtée entre deux. J'ai pas lu d'autres livres entre deux. J'ai vraiment lu tout d'une traite. Donc au bout d'un moment, j'étais un petit peu écœurée de ces histoires, ce qui est un petit peu normal, je trouve. Parce que se lire plus de 1000 pages, c'est assez compliqué. Mais ça n'en reste pas que c'était vraiment de très très belles histoires. Donc si vous avez envie de tenter toute cette trilogie, et d'acheter ce livre magnifique, voilà, qui est très beau. Moi, je le voulais ce livre-là. Je voulais vraiment ces 3 histoires dans ce livre-là, et je l'ai trouvé dans une librairie. J'ai eu la chance de le trouver dans une librairie, parce que ça faisait un moment que je le voulais, et je n'ai absolument pas regretté d'avoir lu ces 3 histoires. Par contre, il faut vraiment les lire dans l'ordre. Moi, j'avais lu L'Homme de Lewis il y a 4 ans de ça, et en fait, j'arrivais pas à comprendre parce que on se rend compte qu'il y a des liens entre chaque personnage, vu qu'ils habitent tous dans cette petite île, et vu que ce sont des amis d'enfance ou où il y a des liens familiaux. Donc voilà, donc il faut vraiment lire ces 3 histoires dans l'ordre pour vraiment comprendre tous les liens qu'il y a entre chaque personnage. Donc si vous aimez Peter May et que vous n'avez jamais lu la trilogie écossaise, eh bien écoutez, je vous le conseille très fortement. Donc Peter May, la trilogie écossaise, aux éditions Rouergue Noir. Oui, 4, c'est ça. En 4e livre, donc j'ai lu le Sherlock Holmes, Les dentelles de la reine, et en 2e histoire, c'était Le fiancé disparu. C'était aussi de bonnes histoires. Là, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Surtout que dans la 2e histoire, on voit un petit peu Watson.
Et j'étais vraiment contente de le revoir, ce personnage-là. Bon, malheureusement, il reste pas longtemps dans la deuxième histoire, mais j'ai relativement bien aimé. Alors, bien évidemment, on retrouve Sherlock Holmes qui va être sollicité pour résoudre deux affaires totalement différentes. Et on va le retrouver dans des situations assez rocambolesques, mais des situations qui se lisent. Voilà, ça se lit tout seul, c'est pas compliqué à comprendre, ça se lit. Par contre, l'auteur est toujours inconnu, hein. Voilà, il n'y a pas d'auteur prédéfini. Et je n'aime toujours pas les illustrations. Voilà, j'aimais mieux les illustrations quand c'était Arthur Conan Doyle. Je trouvais qu'elles étaient beaucoup plus belles. Là, les illustrations sont un petit peu trop simples pour moi. Mais j'ai bien aimé. Voilà. Donc, si vous avez envie de tenter cette collection... Alors, par contre, je ne sais pas où vous pourrez la retrouver parce que sur le site de Hachette Collection, elle n'y est plus. Donc, je ne sais pas du tout où vous pourrez la retrouver. Mais peut-être individuellement, hein, peut-être sur Amazon. Voilà, mais dans d'autres collections. Là, moi, je l'ai dans cette magnifique collection, comme vous le voyez. Et quand on regarde le livre, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Donc voilà. Donc Sherlock Holmes, les dentelles de la reine, suivi de Le fiancé disparu. Et en dernier livre, donc en 5e livre, j'ai lu le livre de Camilla Lagerberg et Henri Fexus, je sais pas. Moi je dis Fexus, je trouve que ça fait plus beau. Le culte aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noir. Donc là c'est un tome 2, il faut le savoir. Et je pense qu'il faut avoir lu le premier, donc qui était La boîte à magie, avant de lire celui-là. Parce qu'on retrouve notre amie Mina. Mina qui va devoir enquêter sur la disparition d'un enfant. Mais pas que, il va y en avoir plusieurs. Et elle va refaire équipe avec Vincent Walder, qui est notre fameux mentaliste. Voilà. Qui va nous faire... passer tour de magie, mais qui va nous donner ses intuitions et qui va complètement faire un grand pas dans l'enquête. Et comment dire que j'ai quand même préféré le premier. Je trouvais que dans le premier, il y avait tout de suite le duo Mina-Vincent qui fonctionnait très très bien. Et du coup, j'ai été, j'ai bouffé le premier tome, en fait, voilà. J'ai vraiment lu très rapidement le premier tome parce que le duo Mina marchait super bien. Et dans ce tome-là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de longueur. Même si le thème était bien choisi. Alors moi, je suis pas vraiment, au niveau des livres, moi, la disparition d'enfants, c'est pas trop mon truc. Il faut tout de suite que l'auteur me capte. Parce que sinon, je pense que je serais capable de m'ennuyer. Et là, en fait, c'est ce qui s'est passé parce que je trouve que l'enquête prend beaucoup trop de temps. On passe beaucoup trop de temps sur la vie privée des policiers, donc de l'équipe de Mina. Et je trouve que c'est beaucoup trop. Du coup, on en oublie carrément l'enquête en cours, en fait. Et aussi, Vincent arrive beaucoup trop tard dans cette histoire. Ce qui fait que le duo Mina-Vincent n'arrive pas tout de suite, comme vous devez bien le deviner. Et pour moi, je trouve que ça a été dommage. J'aurais voulu qu'ils soient tout de suite à deux et que ça se matche tout de suite, en fait. Je pense qu'il aurait pu avoir 100 voire 200 pages en moins. Ça aurait été très bien si les deux auteurs, je pense qu'on peut qualifier Henri Fexus d'auteur, même si c'est un véritable mentaliste dans la vraie vie. Mais je trouve qu'ils auraient dû vraiment se focaliser sur l'enquête et moins sur la vie des policiers. Ils auraient pu enlever au moins 200 pages. S'ils n'avaient pas perdu leur temps à parler de leur vie privée qui rajoutaient rien à l'histoire, en fait.
Et du coup, quand Vincent est arrivé dans l'enquête, grâce à Mina, parce que c'est Mina qui se rend compte que sans Vincent, ils n'y arrivent pas. Et dès que Vincent arrive, l'histoire devient tout de suite intéressante parce que Vincent a des réflexions par rapport à cette enquête qui sont, qui sont très très intéressantes, très captivantes. Ce qui fait que l'enquête, il lui a donné un gros coup de pouce en fait. Et moi j'ai trouvé ça vraiment palpitant. Et la fin aussi, la fin est très très belle. J'ai vraiment beaucoup aimé la fin, la résolution de cette enquête. Même s'il y a un passage un peu triste quand même, mais je ne vous en dirai pas plus. Ce sera à vous de lire ce livre. Mais surtout, lisez le premier avant de lire le deuxième. Surtout. Parce que il y a vraiment un lien assez spécial entre les enquêteurs. Et un lien assez spécial aussi entre Mina et Vincent. Et on en sait un petit peu plus par rapport à la vie de Mina et par rapport à la vie de Vincent. Donc, faut vraiment avoir lu le premier pour comprendre c'est pas vraiment les addictions, c'est les phobies. J'ai envie de vous dire les phobies de Mina. Sans en dire trop, mais voilà. Donc, si vous avez envie de lire du Camilla Lagerberg et du Henri Fexus, écoutez, lancez-vous dans La boîte à magie, qui a été un superbe livre. Par contre, petite parenthèse, je n'aime absolument pas la couverture. Je tiens à le dire, je trouve que la couverture n'est pas belle. Après, ce n'est que mon humble avis. Donc, Camilla Lagerberg, Henrik Fexus, le culte, aux éditions Actes Sud, dans leur collection Actes Noirs. Voilà, donc j'espère que ce bilan lecture vous aura plu, que vous aurez peut-être envie de lire certains des livres que j'ai lus. Si c'est le cas, écoutez, tant mieux, moi j'aurais fait mon travail. Et je vous souhaite un très bon week-end, un très bon début de week-end, de très bonnes vacances pour ceux qui y sont encore, une bonne reprise pour ceux qui ont peut-être repris le travail. Et je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan de lecture. Bye bye!